Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission vidéo de la rédaction de Nice Matin. Une émission que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui avec Mathilde Tranois, journaliste politique du groupe Nice Matin. Bonjour Mathilde. Bonjour. Notre invité aujourd'hui, Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports. Bonjour Philippe Tabarot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Tabarot, nous avions l'habitude de vous recevoir en tant que sénateur des Alpes-Maritimes. C'est le ministre qu'on a en face de nous aujourd'hui. Votre vie a radicalement changé depuis le 23 décembre et votre nomination. Oui, sur beaucoup d'aspects quand même si j'ai beaucoup œuvré pour les collectivités que j'ai servies dans le cadre de mon mandat national de sénateur, mais c'est vrai que quand on devient ministre, c'est une étape supplémentaire à la fois au niveau de l'engagement, au niveau des responsabilités, au niveau de la parole qu'on porte et des actes qu'on accomplit. Donc voilà, j'ai conscience du poids que ça représente au quotidien et j'essaie d'assumer et d'assurer ces nouvelles responsabilités le mieux possible pour servir tout simplement mon pays dans une période où je pense qu'il en a vraiment besoin. Le précédent gouvernement a tenu seulement 3 mois. François Bayrou a pour le moment échappé à la censure. Le budget de la France a été adopté le 5 février. Est-ce que vous arrivez davantage à vous projeter et est-ce que vous avez maintenant les coups des franches pour agir ? Oui, je pense que de voter le budget, c'était quelque chose d'important. Si j'ai souhaité, comme je vous l'ai dit, m'engager dans ce gouvernement, c'est que je pensais, et je pense toujours que ce gouvernement avait besoin d'un budget pour fonctionner, avait besoin d'une certaine concorde dans une période compliquée, avait besoin de réunir des hommes et des femmes qui avaient peut-être un parcours différent par le passé, mais qui avaient comme objectif de servir le pays. Et quel acte plus important que l'acte de voter un budget ? Je le vois concrètement maintenant au quotidien dans le cadre de mes fonctions comme ministre des Transports. Sans ce budget, je n'aurais pas été à même de faire ce que je vais faire dans les jours qui viennent, c'est-à-dire lancer des projets, que ce soit de modernisation ou de régénération de lignes ferroviaires, la création de tramways, de bus à haut niveau de service, d'un certain nombre de routes dans notre pays. Tout cela n'aurait pas été possible avec un budget qui ne soit pas voté comme ça a été le cas. Mathilde. Vous effectuez aujourd'hui votre deuxième visite officielle dans les Alpes-Maritimes. Vous allez notamment évoquer la nouvelle offre de transport Zoo, lancée par la région le 15 décembre, sur la ligne Cannes-Nice-Menton. De quoi s'agit-il ? C'est un dossier que j'ai eu la chance d'initier quand j'étais vice-président en charge des transports sur la région sud. C'est dans le cadre de l'ouverture à la concurrence qu'on a souhaité à l'époque avec le président Estrosi puis le président Muselier. C'était de dire que le TER ne fonctionnait pas comme on le souhaitait à l'époque, avec 15% des TER qui étaient en retard, avec 10% des TER qui étaient annulés. De se dire que quelque part, il était bien de challenger, et la loi le permettait, l'entreprise nationale monopolistique à l'époque qui était la SNCF, à travers cette ouverture à la concurrence et surtout d'améliorer qualitativement et quantitativement l'offre de transport. Et c'est quelque part ce qu'on va pouvoir inaugurer officiellement, mais qui existe depuis le mois de décembre, de se dire que dans les gares azuréennes notamment, et varoises, on peut arriver sans savoir à quelle heure est notre train, avec l'assurance d'avoir un train express régional dans le quart d'heure qui suit, donc avec une augmentation effective et très nette de l'offre. Alors justement, est-ce que les usagers sont satisfaits de cette nouvelle offre ? Philippe Bertigny est allé poser la question aux principaux intéressés à la gare Nice-Saint-Augustin. On les écoute. L'augmentation des fréquences de train tous les quarts d'heure, c'est super intéressant puisque surtout que là nous nous retrouvons dans une grande gare, Nice-Saint-Augustin. Ça permet aussi d'éviter les trains qui sont complètement pleins en fait, où on peut limite pas rentrer quand on est équipé de valises ou quoi. Donc je pense que c'est super intéressant et c'est bien ce qu'ils ont fait de raccourcir les durées entre les trains. Avant, si on ratait un train, on pouvait être en retard et c'était assez chiant pour le travail ou là pour aller à l'aéroport, on a plus de flexibilité. Je trouve que c'est encore mieux parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce genre de train pour aller au boulot et tout ça et du coup là ça évite qu'il y ait trop de monde parce que parfois on n'arrive même pas à rentrer dedans tellement c'est blindé quoi. Je prends souvent le train pour aller du coup au bureau et c'est vrai que j'ai pas remarqué l'augmentation de fréquence des trains, mais au niveau des retards et de la propreté des trains, c'est pas encore trop ça. Alors Philippe Tabarot, tout n'est pas encore parfait, mais la promesse des trains de toutes les 15 minutes, est-ce qu'elle est tenue ?
Oui, elle est tenue au niveau de l'offre. Alors, quantitativement, qualitativement, on voit que les avis divergent encore un petit peu. Je dirais d'une manière plus générale et pas uniquement en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je souhaite être le ministre des usagers, de celui qui tend à améliorer la qualité du service. En tout cas, c'est une obsession vis-à-vis des opérateurs où je suis derrière eux pour leur demander en permanence d'améliorer la qualité du service. Et la qualité du service, c'est quoi? C'est bien sûr la sûreté. J'ai fait voter il y a quelques jours une loi sur la sûreté dans les transports, et donc on en reparlera, mais c'est également une offre qui soit suffisante, qui soit adaptée aux besoins, une meilleure information, une meilleure propreté, par exemple, ça a été évoqué, des conditions de voyage qui soient agréables, une simplification. On a 200 titres de transport dans notre pays. Là, on a un vrai challenge, une vraie mission du ministre que je suis pour se dire que demain on doit rationaliser tout ça et aider les usagers à utiliser le train, parce qu'il y a une appétence pour le train. Il n'y a jamais eu autant de Français qui souhaitent prendre le train. Il faut les aider à pouvoir le faire dans des conditions que je viens d'évoquer. Alors justement, est-ce que les usagers sont plus nombreux depuis la mise en place de ce nouveau service ? Alors la région donnera dans quelques instants les chiffres de ces 2 premiers mois, je dirais, de nouveaux services. Renaud Muselier a évoqué sur BFM avec Nice Matin hier soir le chiffre de 10% de fréquentation supplémentaire. C'est les données que vous avez également. S'il le dit, je le crois. Et c'était l'objectif qu'on s'était fixé à l'époque, une ouverture à la concurrence, je dirais, sur 2 lots principaux, puisque ça c'est la première étape de la fusée, mais plutôt du train, de se dire que augmentation de l'offre sur l'étoile ferroviaire niçoise conséquente, de plus de 30%. Et deuxième étape, en juin prochain, également l'offre qui va être doublée, mais sur un autre segment qui est la ligne des métropoles entre Marseille, Toulon et Nice, où il y a aujourd'hui 7 allers-retours par jour et où il y aura en juin prochain 14 allers-retours par jour, qui sera opéré par une autre société française, mais qui ne sera pas la SNCF, qui sera la société Transdev, qui fait chez nous déjà du transport urbain et interurbain, qui fait du ferroviaire à l'étranger, mais qui ne faisait pas jusqu'à présent du ferroviaire en France. Alors justement, ce n'est pas la SNCF ni une filiale, mais une entreprise privée. Qu'est-ce que ça va changer ? Écoutez, je pense que déjà au niveau de l'offre, les choses vont s'améliorer clairement. Il y aura plus de trains. Je pense qu'il y aura, alors pas parce qu'Alstom a un petit peu de retard, du nouveau matériel pour chaque trajet, mais en tout cas pour la moitié, un renouvellement du matériel. Et puis une organisation un petit peu différente de celle de la SNCF. Vous savez, je pense que ça permet de se challenger, de voir qui offre la meilleure qualité de service aux usagers. Ce qui reste quand même la base, je tiens à le rappeler, c'est pas exclusivement les opérateurs, mais c'est aussi l'état du réseau. Et quel que soit l'opérateur, quand on a des problèmes de réseau, les usagers sont directement impactés. Donc cette ouverture à la concurrence, elle a du sens, elle a eu du sens quand on l'a menée à bien, quand on l'a lancée, mais si elle a son corollaire, et son corollaire, c'est l'investissement dans les infrastructures de transport, et notamment le projet de ligne nouvelle que je porte avec tous les élus du territoire pour qu'on investisse sur notre réseau, qu'on le régénère et qu'on le modernise. Alors pour revenir sur les rames Alstom, vous indiquiez qu'il y avait des petits problèmes. Est-ce que vous avez la certitude qu'en juin, tout sera rentré dans l'ordre ? Tout ne sera pas rentré dans l'ordre, de ce que je crois savoir pour avoir reçu récemment le PDG d'Alstom sur la livraison des rames, en tout cas sur la moitié, et sur l'autre moitié, le service sera opéré, mais avec des rames qui ne sont pas des rames neuves, mais en tout cas il y aura le matériel pour pouvoir assurer. Vous mettez la pression sur Alstom. Est-ce qu'un ministre peut le faire ? Il doit le faire, Alstom est une entreprise extraordinaire, c'est le leader mondial sur ce sujet. Alstom a racheté le numéro 2 mondial qui est Bombardier. On est en droit d'attendre qu'Alstom puisse répondre à la commande publique. Ils le font à l'étranger, dans le monde entier, il y a des trains Alstom qui sont livrés.
Chez nous, ils sont livrés souvent en retard. C'est la question que j'ai posée au PDG, de dire mais pourquoi? Alors, certaines explications qui tiennent la route m'ont été données, notamment quelquefois les régions ne groupent pas leurs commandes, quelquefois les régions veulent du sur-mesure et pas du prêt-à-porter dans les rames qu'ils commandent. C'est un peu normal aussi, et ça prend du retard. Mais on ne peut pas dire que la France a besoin d'être réindustrialisée, on ne peut pas dire qu'on a besoin de créer de l'emploi sur certains territoires et d'être en retard sur la livraison de ce matériel ferroviaire qui est très attendu pour la qualité de service. Donc c'est une discussion très claire et très franche qu'on a eue. Je crois que il faut que Alstom, comme ils le font à l'international, se responsabilise et notamment craignent les retards, car pénalité qui est la conséquence de ces retards. Mais on ne doit pas faire passer la France au second plan, parce qu'on se dit que peut-être soit les régions, soit les opérateurs ne voudront pas appliquer les sanctions qui sont prévues dans les contrats. Je pense que Alstom doit continuer à livrer dans le monde entier, mais ne doit pas oublier notre pays, la France. Alors vous avez évoqué la ligne nouvelle Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le 20 décembre, l'État et les collectivités locales ont acté un financement de 1,2 milliard d'euros. On peut considérer que ça y est, le projet est vraiment sur de bons rails. Oui, le projet est vraiment sur de bons rails et puis il va rentrer dans une phase très opérationnelle puisque les acquisitions se terminent après l'enquête publique, après la déclaration d'utilité publique. On va avoir notamment dans les Alpes-Maritimes le projet phare de la première partie de ce projet, qui est la création de la gare Nice Aéroport, une gare qui sera assez unique en Europe puisqu'elle sera collé au deuxième aéroport de France en termes de fréquentation, parce qu'elle sera à la fois TGV et TER, parce qu'elle sera aussi à proximité d'une gare routière. On va avoir un vrai pôle d'échange multimodal. Ça, c'est à quelle échéance cette gare ? Ça, c'est pour l'échéance 2030, en tout cas pour la livraison, puisque également, mais c'était prévu avant, et je sais que c'était pas une mauvaise nouvelle qu'on ait les Jeux Olympiques sur tous ces projets d'infrastructure, bien au contraire, parce que ça va aider, parce que ça va activer un certain nombre de procédures. L'échéancier de 2030 était avant les Jeux Olympiques, mais là, il y a une obligation de résultat évidente, et je me réjouis à la fois qu'on puisse avoir les Jeux Olympiques, et ça me permettra de faire avancer un certain nombre de projets de mobilité, et en l'occurrence, le projet de pôle d'échange multimodal de Nice Aéroport, qui sera quasiment unique en Europe. Ce qu'on voit quand on voyage et qu'on regrette de ne pas avoir sur notre territoire national, on l'aura à Nice en 2030. Est-ce qu'on est assuré que ce projet survivra aux restrictions budgétaires qui sont notre quotidien et notre réalité aujourd'hui ? Vous faites bien de le préciser, il y a des restrictions budgétaires. J'ai un budget, j'étais heureux d'avoir un budget tout à l'heure, je vous l'ai dit, pour notre pays. J'aurais préféré un budget plus ambitieux sur le secteur des transports. C'est pas la meilleure année et j'espère que le budget prochain sera meilleur. Il a fallu faire des efforts comme tous les collègues et je rappelle que ce budget, c'est pas simplement un budget qui a été voté, c'est un budget avec 30 milliards d'économies. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on fait des économies dans ce pays. C'est pas une option, c'est une obligation. Et on a décidé de le faire en responsabilité, de faire des efforts les uns et les autres dans notre secteur. Le secteur des transports n'a pas été épargné. Par contre, une chose est sûre, c'est que les projets qui sont engagés, les projets où l'État a posé sa signature à travers des contrats de plan État-région, à travers des déclarations d'utilité publique, ces projets doivent être menés à bien et les financements de l'État suivront et bien sûr ce sera le cas pour ce beau projet de ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Alors un autre projet, Mathilde. Un autre projet majeur dans les Alpes-Maritimes, c'est la réouverture du tunnel de Tende. Vous l'avez annoncé en janvier lors de votre précédente venue. Vous confirmez qu'il ouvrira bientôt ? Oui, je confirme qu'il ouvrira au mois de juin. En tout cas, je le souhaite très fortement. C'est un engagement qui a été pris par l'État italien. Vous savez, quand jusqu'à présent, vous parliez tout à l'heure de ce qui a changé probablement dans ma vie, c'est peut-être que la parole à la fois que je peux porter et celle que je peux recevoir, c'est pas uniquement la personne de Philippe Tabarot qui parle, qui s'engage ou qui entend des engagements de l'autre côté. Moi, j'ai entendu le ministre des Transports italien, M. Salvini, s'engager au nom de l'Italie
que ce chantier soit terminé et inauguré en juin. Il a demandé un certain nombre de contreparties, et notamment que les chantiers avancent sur une autre partie de notre territoire, mais qu'on a en commun avec l'Italie, c'est-à-dire sur le secteur de la Maurienne en Savoie, et que ce soit la réouverture du tunnel du Fréjus. De mon côté, la France va tenir ses engagements. La Maurienne sera livrée à la fin du mois de mars et le tunnel du Fréjus au mois de juin. Je ne veux pas croire que l'engagement ne soit pas tenu côté italien. En tout cas, ce qui a été rassurant également, c'est que le vice-ministre italien est venu à Nice la semaine dernière dans le cadre des discussions suite au traité du Quirinal, où nous avons parlé de tous les projets transfrontaliers, et j'ai eu l'occasion de lui rappeler avec mon collègue le ministre Jean-Noël Barrot que nous tenions particulièrement à ce projet du tunnel de Tarbes, et que les Italiens seront au rendez-vous et pourront livrer encore et enfin ce tunnel qu'on attend depuis si longtemps en juin prochain. En tout cas, je le souhaite, parce que les Valais en ont besoin, tant du côté français que du côté italien. La proposition de loi sur la sécurité dans les transports que vous aviez déposée lorsque vous étiez encore sénateur a été adoptée cette semaine par l'Assemblée. C'est une victoire personnelle? Je le vis un peu comme ça. Je le vis un peu comme ça parce que cette proposition de loi, j'y crois depuis longtemps. Elle est née dans ma tête quand, en 2017, dans notre région, je me suis rendu à la gare Saint-Charles après l'attentat de deux cousines sur le parvis de la gare Saint-Charles, l'attentat terroriste, et que ces jeunes filles ont été poignardées, et que j'avais croisé les agents de la police ferroviaire à l'époque qui m'avaient expliqué qu'ils ne pouvaient pas intervenir sur certains périmètres, pourtant qui dépendent de la gare, mais par rapport à leur statut, il était impossible d'intervenir sur le parvis. C'est quelque chose qui m'avait marqué. Je m'étais dit, si un jour je deviens parlementaire, j'essaierai de faire évoluer la législation là. Et donc concrètement, qu'est-ce qui va pouvoir changer? Donc, concrètement, grâce à la loi qui a connu beaucoup de péripéties, parce que je l'ai faite voter au Sénat, mais il y a eu ensuite, avant qu'elle soit inscrite à l'Assemblée nationale, une dissolution, une motion de censure, pas liée à la proposition de loi, mais à l'actualité politique du moment. Et enfin, ce texte est voté. Ce texte va permettre de donner des pouvoirs supplémentaires à ces agents, d'intervenir sur un périmètre beaucoup plus large, de continuer à suivre certaines personnes quand elles sont dans le cadre d'un périple meurtrier, d'avoir les armes adaptées également pour intervenir, que ce soit les armes létales qu'elles ont déjà aujourd'hui en partie, mais des armes non létales comme les tasers. C'est la possibilité de manière préventive d'interdire l'accès aux gares sans que les personnes commettent l'infraction de certains indésirables qui causent des troubles à l'ordre public de manière quasi permanente et qui sont bien repérés. Je pense aux pickpockets, je pense aux frotteurs, à tous ceux qui détériorent nos gares ou nos métros, ou nos bus ou nos cars, parce que cette loi va pouvoir permettre également au sein des tramways, au sein des bus et des cars ZOO en l'occurrence de la région, d'intervenir aux agents et d'utiliser ce qu'on appelle la caméra piéton, qui est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est sur la base du volontariat, mais tous les agents sont volontaires pour l'utiliser, de dire qu'à partir d'un moment vous êtes filmé, quand vous échangez avec la personne, vous apercevez que le ton baisse très rapidement et que le problème très souvent se règle par simplement un petit bouton qui permet de déclencher la caméra piéton. Donc il y a beaucoup d'avancées sur ce texte. Je suis heureux qu'une majorité de députés, après une majorité de sénateurs, ait accepté de le voter. Alors les contrôles se multiplient après le décès d'une adolescente dans un accident provoqué par un chauffeur de bus qui avait consommé des stupéfiants. Est-ce qu'il y a beaucoup de tests positifs ? Il y en a. Je l'ai évoqué hier en Conseil des ministres, puisque le président de la République a souhaité qu'on lui fasse un bilan sur ce sujet. Je l'ai fait avec mon collègue Buffet du ministère de l'Intérieur. On a rappelé le nombre de contrôles qui ont été réalisés en une dizaine de jours, plus de 10 000 sur l'ensemble du territoire national, que malheureusement tous ces contrôles n'étaient pas négatifs. Combien de contrôles positifs? Écoutez, il y a eu un certain nombre. Le ministère pourra va dévoiler les chiffres exacts. Je ne veux pas leur
le faire avant eux, mais il y a eu pas loin d'une centaine de contrôles qui ont été positifs, que ce soit aux produits stupéfiants, que ce soit même sur certains également à l'alcool parce que était débranché le système d'éthylotest. Donc de manière très claire, nous devons agir, pas uniquement avec des opérations coup de poing comme celles que nous avons menées dans les 10 derniers jours avec mon collègue Retailleau qui a joué pleinement le jeu et qui a donné des instructions très fermes. Il y a eu des à tous opérations ces de contrôle, y compris ici dans la région. Tout à fait, et ça s'est décliné sur tous les territoires, et je dirais que ça va continuer. J'ai contact et je les recevrai prochainement encore tous les opérateurs de transport pour pouvoir, dans le cadre d'une évolution de leur règlement intérieur, eux également procéder à ce genre de contrôle et puis essayer de progresser un petit peu comme c'est le cas sur l'éthylotest, de faire un stup test qui puisse empêcher des conducteurs qui sont sous l'emprise de drogue de pouvoir démarrer leur bus ou leur car. D'une manière générale... Ces systèmes existent, c'est l'équivalent des systèmes qui existent pour l'alcool et qui empêchent de démarrer? Ils sont en train de se mettre en place, ils ne sont pas opérationnels sur l'ensemble de types de drogues encore. Le test le plus sûr, c'est ensuite la prise de sang, mais des évolutions très rapides vont se faire, et puis les opérateurs de transport doivent prendre le relais, doivent faire les contrôles nécessaires, en plus des contrôles de police, et je dirais dans le transport en général. Bien sûr sur le transport scolaire, parce qu'il y a 1,9 million de nos enfants qui sont confiés à ces personnes, et je veux pas stigmatiser la profession. Il y a 32 000 conducteurs de cars ou de bus quotidiennement qui font leur travail de manière très consciencieuse, mais un cas est un cas de trop. On l'a vu pour la pauvre Johanna qui a perdu la vie, on lui doit bien ça et on doit bien ça à ses parents. Et ce problème de la prise de stupéfiants, il est plus général que le transport en commun, puisque je rappelle quand même un chiffre important, sur 5 accidents aujourd'hui de la route, un accident donc sur 5, 20%, provoqué par quelqu'un qui était en état de dépendance d'une drogue, et on voit que c'est pas un phénomène isolé mais que c'est profond. Quand c'est 20%, ça interpelle quelque part, et il faut surtout agir. Donc c'est une forme de tolérance zéro vis-à-vis de ce problème que vous nous annoncez. C'est indispensable. La montée au niveau des chiffres ne peut pas faire qu'on se désintéresse du problème ou qu'on tourne la tête. Il faut agir concrètement, de manière très forte, et tous les échanges que j'ai avec mon collègue ministre de l'Intérieur font que ce sera le cas dans les semaines et dans les mois à venir, mais on ne lâchera rien sur ce sujet qui est trop grave. Il y a un texte qui a été adopté au Sénat sur le narcotrafic qui montre l'état de notre pays sur ces sujets, et que quelque part sur le secteur de la route, ce qui se passe au niveau de la société est bien sûr répercuté avec les conséquences graves que ça peut avoir, et le nombre de personnes qui de manière régulière perdent la vie dans des accidents qui sont dus à des chauffards qui sont sous l'emprise de stupéfiants. C'est totalement invivable pour les familles. Il y a une proposition de loi que porte également mon collègue Éric Pauget sur la question de l'homicide routier. Il connaît bien ce sujet, et on doit l'aider à faire voter cette loi et ensuite à l'appliquer concrètement. Ces nouvelles mesures, donc vous dites, elles seront bientôt mises en vigueur. Quand est-ce que oui, ça sera le cas, vous pouvez être plus précis ? Les contrôles vont se multiplier également du côté des opérateurs, mais ils sont obligés de faire évoluer leur règlement intérieur vis-à-vis de leurs conducteurs. Et puis, si les conducteurs se refusent à accepter les tests, ils ont la possibilité d'appeler la force publique pour le faire. En tout cas, c'est une mobilisation de tous les instants qui va être mise en place très très rapidement. Autre sujet sur lequel vous êtes mobilisé, la fraude dans les transports. Combien coûte-t-elle aujourd'hui à la France, et quelles sont les mesures que vous comptez déployer pour combattre la fraude ? Et la fraude dans les transports nous coûte aujourd'hui au secteur des transports, parce que
c'est autant d'argent qui n'est pas investi dans du nouveau matériel, dans une offre supplémentaire, c'est entre 700 à 800 millions d'euros. Donc on a travaillé avec l'Union des transports publics et un des articles de la proposition de loi, enfin de l'ex-proposition de loi, puisqu'elle est loi maintenant, ou elle le sera après la commission mixte paritaire sur ce sujet, c'est de pouvoir, par rapport à l'identité qui est donnée, et surtout l'adresse qui est donnée des contrevenants, de pouvoir vérifier si l'adresse est la bonne, à travers des fichiers, notamment des informations fiscales. Alors les contrôleurs ne vont pas rentrer dans la déclaration d'impôt de tous les usagers des transports qui ne paieraient pas leur titre de transport, mais pour bien vérifier si l'adresse qui est donnée est la bonne adresse. Parce que actuellement, c'est très peu le cas. Aujourd'hui, c'est très peu le cas. Aujourd'hui, c'est une contravention sur 2 qui revient avec n'habite pas à l'adresse indiquée. Voilà. Donc, et c'est sur... Et sur l'ensemble, combien de contraventions? Quelle est la proportion de contraventions et en qui gros, sont payées? c'est 10% de ces contraventions. Donc il y a 90% des PV qui ne sont pas totalement inacceptables aussi. Donc l'objectif de la loi, c'est de pouvoir opérer ces contrôles et de pouvoir envoyer l'amende à la bonne adresse et de travailler sur un taux de recouvrement qui soit beaucoup plus important aujourd'hui, parce que il y a l'aspect financier, vous en avez parlé, c'est autant qui n'est pas investi dans les transports. Et puis quelle injustice vis-à-vis des personnes qui s'acquittent quotidiennement de leur titre de transport, qui sont assis à côté, ou même debout, eux, et la personne qui n'a pas payé son titre de transport, elle est bien assise et bien installée. C'est inacceptable. Alors on va ouvrir une page un peu plus politique, Mathilde Tranon. Vous avez été nommé ministre le 23 décembre. Comment s'est négociée votre entrée au gouvernement ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, écoutez, j'imagine que ma famille politique a souhaité être représentée dans ce gouvernement du moment où on a accepté de le soutenir. Et j'imagine que peut-être que le ministre Retailleau, avec qui j'ai beaucoup travaillé au Sénat et avec qui j'ai une certaine proximité, que Laurent Wauquiez qui préside au groupe parlementaire également, ont suggéré ma présence au gouvernement à François Bayrou et peut-être au président de la République. L'idée, c'était d'avoir un gouvernement dit de spécialistes sur un certain nombre de sujets. Le travail que j'ai fait au niveau des transports, à la fois à la région pendant un certain nombre d'années comme vice-président, et puis en étant rapporteur de toutes les questions transport et notamment des budgets depuis 4 années au Sénat, m'ont un petit peu rendu, entre guillemets, même si j'en apprends tous les jours, à mon poste spécialiste de ce sujet des transports. Donc voilà, c'était dans l'idée de pouvoir avoir... La tâche ministérielle est tellement compliquée dans ce contexte politique si fragile, qu'en plus, si vous arrivez dans un ministère où vous êtes obligé de vous adapter, et de pouvoir apprendre la matière pendant un certain nombre de mois, vous allez vous retrouver où le temps sera écoulé, vous ne serez déjà plus ministre. Donc là, l'idée d'avoir des ministres opérationnels immédiatement dans leur domaine de compétences, j'ai la faiblesse de penser que c'est ce qui a joué en ma faveur. Est-ce que vous êtes un ministre républicain ou est-ce que vous laissez votre étiquette politique de côté au moment de franchir la porte du Conseil des ministres ? Je suis un ministre républicain, je vous l'ai dit, je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour appliquer aussi une politique qui est proche et qui est celle de ma famille politique. Pour autant, je vous l'ai dit aussi, je suis dans un gouvernement de mission. Je pense que sur certains sujets, on doit dépasser nos passés politiques respectifs. Et j'ai eu une entente sur un certain nombre de sujets avec des collègues qui pourtant, avec qui j'ai rarement milité, je ne vous le cache pas, que ce soit M. Rebsamen, M. Valls, mais je reconnais à la fois leur envie de servir notre pays, que ce sont des vrais républicains qui, notamment au moment de ces alliances contre nature avec l'extrême gauche, ont toujours refusé, quel que soit
le coût électoral à payer et de ne pas faire partie de ces alliances. Et puis, ce sont des personnes qui ont, pour François Rebsamen notamment, les territoires chevillés au corps. Il est maire de Dijon, il sait parfaitement ce qu'attendent les territoires. Donc, voilà, on n'a jusqu'à présent pas eu de soucis politiciens au sein du gouvernement. Le Premier ministre veille à un équilibre, que chacun soit entendu, mais c'est vrai que idéologiquement, je me sens plus proche de Bruno Retailleau, d'Annie Genevard ou des autres collègues. Justement, il a annoncé sa candidature mercredi à la présidence des Républicains et Laurent Wauquiez a fait de même hier. C'est le début d'une nouvelle guerre des chefs ? J'espère que non. Et sincèrement, j'espère que non. J'espère que non, parce que ces guerres des chefs nous ont beaucoup affectés dans cette famille politique. Je ne vais pas revenir sur les différents épisodes, tout le monde les a en tête, ça a été terrible. J'ai l'habitude de dire que les élections internes sont les plus difficiles, parce que c'est un peu comme dans les guerres civiles, hein. C'est quelquefois des frères qui sont d'un camp, d'un autre, et on sait que c'est quelquefois les guerres qui sont les plus violentes. Donc je souhaite que ce soit pas le cas. J'espère encore, si c'est encore temps d'ici le mois de mai, que les uns et les autres pourront s'entendre pour ne pas aller à cet affrontement, et que si jamais il a lieu, ça puisse se faire dans des conditions qui ne remettent pas en cause ce qui est en train de renaître dans notre pays. Je le pense sincèrement, le retour de la droite, le retour des Républicains, d'une certaine crédibilité dans l'action publique par rapport à ce qu'on fait dans nos ministères respectifs. Les élections, même si elles sont partielles, les résultats, que ce soit dans différentes circonscriptions ou dans différentes communes, le montrent. On a passé des périodes très difficiles, beaucoup de nos adhérents et de nos élus nous ont quittés, d'abord pour se rapprocher de la majorité présidentielle de l'époque et du président de la République. Ensuite, d'autres nous ont quittés, comme le président de notre parti, pour s'allier avec le Rassemblement national, en l'occurrence Éric Ciotti. On a passé toutes ces épreuves. On est en train de retrouver un peu de ciel bleu. On est en train d'incarner un certain avenir et futur peut-être pour le pays. Surtout, ne remettons pas ça en cause à travers une guerre des chefs. Alors, pour éviter l'orage, il y a une autre hypothèse qui est celle d'une troisième voie pour la présidence des Républicains. Le Figaro évoque aujourd'hui une possibilité, c'est celle d'une candidature de votre sœur Michèle Tabarot. Est-ce que c'est envisageable ? Alors, pour bien la connaître, Michèle ne demande rien, elle ne souhaite rien à ce niveau-là. Ce qu'elle souhaite, je pense que c'est ce que je souhaite également, c'est qu'il n'y ait pas de guerre de chef avec les conséquences que ça peut représenter. Donc elle est aujourd'hui incontournable dans le parti, elle est présidente de la Commission nationale d'investiture, elle fait office de présidente dans les Alpes-Maritimes. Bien sûr qu'elle doit prendre sa place, mais elle n'a aucune ambition par rapport à ça, si ce n'est que cette guerre des chefs n'ait pas lieu. Alors il y a quelqu'un qui a une ambition, c'est David Lisnard, dans la perspective de la présidentielle. Il fait la proposition d'une primaire ouverte, on l'écoute. C'était mercredi au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Je veux porter ce projet tourné sur la liberté, l'ordre, la conciliation entre l'ordre, la liberté et l'unité nationale. Ouais. Je veux le porter au maximum, et comme... Mais avec qui une primaire à droite ? Avec tous les partis ? Ceux qui veulent. Même les macronistes, même Horizon, même chez Zemmour, ceux qui veulent. Cette primaire très ouverte, est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il faut que David fasse, c'est qu'il éclaircisse sa position vis-à-vis des Républicains, surtout. Il y a eu des élections à Boulogne la semaine dernière. Il y avait un candidat de Nouvelle Énergie. David a présenté un candidat qui n'a pas fait les 5%, qui n'a même pas été remboursé. Le candidat LR a fait 40%. Voilà, si David souhaite s'investir au niveau des Républicains, il a sa place. Il a des ambitions présidentielles. Je n'en ai jamais douté. Je connais bien David depuis longtemps. On avait eu des combats municipaux. Alors il a quand même, je pense aussi, des échéances municipales à venir. Il est vice-président du département. Il est président de l'AMF. Il est président de la communauté d'agglomération des Pays de l'Érasme. Voilà, il a beaucoup de choses à faire. Il souhaite mener ce combat
combat au niveau national pour ses idées, pourquoi pas. Par contre, ce qu'il faut surtout éclaircir, c'est savoir si c'est dans le cadre des Républicains ou non. Je pense que beaucoup de militants se posent la question et on ne peut pas se retrouver dans des situations où on a un candidat... Une primaire élargie, ça... On a un candidat Nouvelle Énergie face à un candidat des Républicains, c'est pas acceptable. Et une primaire élargie, ça pourrait être une solution. La primaire, moi, je suis pas totalement opposé. Je sais que certains ont gardé de très mauvais souvenirs de la primaire, mais je pense que c'est pas tant de la primaire qu'on a gardé un mauvais souvenir, c'est de la suite de la primaire, et c'est de ce qui s'est passé quand le candidat a été choisi. Mais je pense que ça avait été plutôt un beau tremplin pour lui. Il avait été élu assez largement et il était donné comme favori. C'est peut-être la suite. Alors moi, je suis pas totalement fermé à ce qu'une primaire puisse se dérouler. Encore faut-il qu'on puisse voir les règles de la compétition, et puis comme ça a été justement dit, qui pour cette primaire. Après, je trouve que de mettre des hémouristes aux macronistes, c'est un peu illusoire et un peu utopique. Mathilde. Le sénateur Henri Leroy, proche d'Éric Ciotti, a accusé votre sœur Michèle Tabarot d'être une anti-gaulliste primaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, et vous-même, êtes-vous gaulliste ou anti-gaulliste ? Écoutez, Henri a fréquenté alors des anti-gaullistes pendant très longtemps, puisqu'il est une notoriété publique. On a eu de meilleures périodes que celles qu'on a connues ensemble avec Henri Leroy, avec qui on a milité très longtemps, avec qui on avait des liens assez proches, ça se sait, et avec qui on a eu une rupture politique et une rupture personnelle. Donc ça n'a aucun sens de ressortir ça. On a un certain nombre de convictions, on est dans cette famille depuis toujours, on ne l'a jamais quitté. J'étais membre de Démocratie Libérale. Quand Démocratie Libérale a intégré l'UMP, j'en ai été membre. Quand l'UMP s'est transformé en Républicain, j'ai été membre. Donc j'ai toujours été dans cette seule famille politique, et sincèrement... les déclarations un petit peu haineuses d'Henri aujourd'hui, qui brûle ce qu'il a adoré hier, ne me donnent pas envie de trop les commenter. Je suis plus déçu à titre personnel par rapport à cette situation et ce qu'il dit aujourd'hui par rapport à ce qu'il disait hier, et j'ai pas trop envie de parler de lui. Philippe Tabarot, après votre prise de fonction, les médias se sont fait l'écho d'une enquête préliminaire du parquet national financier pour prise illégale d'intérêt. C'est une affaire qui avait été révélée il y a un peu plus de 2 ans par Nice Matin. Est-ce qu'il y a du nouveau dans cette affaire, et pourquoi refait-elle surface aujourd'hui ? Écoutez, aucune actualité que je sache. Simplement, ce qui s'est passé depuis, c'est que je suis devenu ministre, très probablement, et qu'un certain nombre de vos confrères ont pensé que c'était un scoop, alors que s'il y avait scoop, c'était il y a 2 ans et demi. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, serein sur ce sujet. En plus, tout le monde sait dans les Alpes-Maritimes, peut-être plus qu'ailleurs, combien j'ai pu travailler, que c'était dans un cadre légal totalement encadré, que je n'ai rien à me reprocher, que j'ai tout à disposition de la justice. Je rappelle que c'était une enquête préliminaire, qu'il n'y a pas d'autre actualité, mais c'est vrai que ça intéresse plus un certain nombre de confrères quand c'est sur un ministre que quand c'est un sénateur, aussi efficace et compétent soit-il. C'est la rançon du succès. Avant de terminer, on passe à la question perso. Mathilde Tranois. Alors, vous aviez mal vécu d'être exclu de la vice-présidence déléguée au transport à la région en 2021. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette décision, et quel est l'état de vos relations avec Renaud Muselier ? Écoutez, on s'est expliqué avec Renaud. On a eu un différend qui n'était pas un différend personnel à l'époque, mais qui a été un différend politique. Il a pensé qu'il était impératif qu'il fasse alliance avec la majorité présidentielle de l'époque
pour être réélu président de région. Je ne le pensais pas. Et voilà, on s'est dit les choses. J'ai beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection pour lui depuis très longtemps et c'est de notoriété publique également. Et je dirais que cet épisode est derrière nous et je vais dire, il était déjà entre nous, mais il le sera dès aujourd'hui au niveau du grand public, puisque nous allons inaugurer ensemble un certain nombre de choses aujourd'hui, et notamment le fruit du travail que l'on a mené ensemble pendant toutes ces années. Donc oui, je lui garde toute mon amitié. L'épisode des dernières régionales est derrière nous et je pense surtout au futur. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Il a besoin d'un ministre des Transports qui soutienne les dossiers de la région et moi j'ai besoin d'un président de région qui porte autant de projets, qui soit aussi dynamique que peut l'être non. Merci beaucoup Philippe Tabarot, merci Mathilde Tranois, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Sophie Dancé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne journée à tous.